Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où je vais partager avec vous mon expérience de la méditation. C'est vraiment un sujet formidable pour moi et j'ai vraiment beaucoup de joie à partager ça avec vous. Alors avant de commencer dans le vif du sujet, si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Sachez que je partage avec vous mon expérience du deuil. J'ai perdu ma sœur jumelle. Donc voilà, j'ai perdu ma sœur jumelle. Mon monde intérieur s'est effondré il y a 3 mois. Elle est morte du cancer et je l'ai accompagnée pendant les 4 années de sa maladie. Alors je ne vais pas rester longue sur cette introduction. Je vous invite à vous abonner pour me suivre dans mon deuil nomade que je pratique et à consulter les autres vidéos que j'ai pu faire sur toutes ces thématiques autour de la maladie et du proche aidant familial. Des rôles que j'ai évidemment pris pour aider ma sœur de tout mon cœur. Voilà, et bien écoutez, je reviens donc à la thématique de cette vidéo, la méditation de Shamatha. La méditation de Shamatha, c'est une méditation qu'on pratique dans le bouddhisme. Là, en l'occurrence, je vais vous parler de mon expérience dans le bouddhisme tibétain. Alors, c'est expliqué en long et en large. Je ne vais pas faire une énième vidéo sur le sujet. Ce qui m'intéresse là, c'est de vous expliquer et de partager avec vous ma propre expérience et pourquoi c'est intéressant de le faire. Quels sont vraiment en fait les bénéfices qu'on peut avoir en pratiquant la méditation de cette façon-là. Alors c'est entre nous, hein, c'est de façon très simple. Je vous dis juste mon ressenti et comment je m'y prends et un petit peu pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est difficile et pourquoi c'est génial en même temps. Voilà, j'ai résumé. Mais donc plus dans le détail, bien évidemment, Shamatha, on l'appelle aussi chemin de guérison ou bien la méditation du calme mental. Donc là, on a à peu près tout dit. C'est ça l'objectif déjà premier, c'est de récupérer une espèce de paix intérieure. Comment on obtient la paix intérieure? Quand on a le mental qui se calme. Voilà. Quand il nous laisse en paix. Parce que je ne sais pas pour vous, mais vous savez que le mental derrière, il turbine tout le temps. Il est tout le temps en train de parler. Il est tout le temps en train de nous dire quelque chose. On se parle soi-même, on se fait des réflexions, on fait des jugements. Ou même pire, on se torture, on se fait du mal en se donnant des injonctions impossibles à suivre. Enfin, on peut être vraiment un tyran pour nous-mêmes, etc. Donc c'est quand même une grosse difficulté de réussir à maîtriser son mental. Ça se fait pas comme ça. Est-ce qu'on peut y arriver? Oui, on peut y arriver. On peut y arriver. À quel degré de maîtrise on peut arriver? Ça, vraiment, ça dépend de chacun. Ça dépend de sa détermination, ça dépend de son envie, sa motivation, ça dépend de ses capacités physiques. Déjà au départ, est-ce qu'on est capable de rester assis? Est-ce qu'on est discipliné? Est-ce qu'on est capable de se concentrer? Enfin, ça dépend donc d'un certain nombre de choses. Mais le bénéfice, il sera toujours là pour tout le monde, quel que soit votre niveau de départ, je dirais. Donc voilà, la méditation, d'une façon générale, est une bonne chose. Mais si vous êtes comme moi, vous avez dû vous dire, bon, en fait, c'est bien beau, mais c'est pénible, c'est chiant, on fait quoi? C'est saoulant, en fait, au bout d'un moment. On est assis. Bon, déjà, je vous passe l'étape où il faut être confortable quand on est assis. Dieu merci, moi, ça fait des années que je fais du yoga, donc je suis quand même assez confortable, assise en posture de méditation. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous inscrire sans tarder à une séance de yoga, à un cours de yoga. Les asanas permettent essentiellement ça, de réussir à pouvoir tenir la posture de méditation, dans la souplesse et dans la force. Alors, Shamatha, comment on rentre dedans? L'objectif, c'est d'arriver à concentrer son mental sur une image qu'on lui donne. Voilà. Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que cette image, pourquoi on rentre là-dedans et qu'est-ce qu'on fait, parce que ça, c'est vraiment une initiation du bouddhisme tibétain. Je préfère vous demander de vous adresser à un vrai lama, à un rinpoché, qui va être capable de transmettre cet enseignement. Pour moi, je trouve que c'est important de s'adresser aux bonnes personnes pour recevoir un enseignement approprié et une initiation appropriée. Ce dont je vous parle moi maintenant, c'est d'une façon générale à quoi ça peut servir la méditation. Et je prends l'exemple donc de la méditation du calme mental.
Donc le calme mental, si vous avez remarqué, dans la journée du matin, quand on se réveille jusqu'au soir, on est tout le temps en train de se dire quelque chose. C'est une vraie pipelette à l'intérieur. Et parfois, c'est carrément pas sympa ce qu'on se dit soi-même. On est tout le temps en train de penser quelque chose de quelque chose. Dès qu'on voit quelque chose, on en pense quelque chose. Et c'est rare de rester sans rien penser. Voilà. Et ça, c'est la paix. La paix intérieure, c'est de pouvoir calmer son mental, de simplement arrêter de penser et ressentir l'instant présent. Mais ça, c'est pas si évident que ça. On arrive à le faire quand on est particulièrement bien. Je dirais, par exemple, dans mon exemple à moi, quand je suis au soleil sur une plage et que j'ai le soleil qui me réchauffe le visage et là, j'ai plus envie de penser. Je suis juste dans le ressenti. Voilà, ça c'est un exemple. Mais quand vous regardez un film, quand vous lisez un livre, quand vous écoutez une musique, là, le mental, il s'arrête jamais. Il est en train de bosser. Il turbine. Donc c'est complètement différent. Je ne vous parle pas de diversion ou de distraction. Je vous parle d'une espèce de stop, comme un silence où il ne se passe rien. Et c'est parce qu'il ne se passe rien qu'on se sent bien. En gros, je résume. Arriver à stopper son mental par la volonté, en étant assis comme ça, et rester dans ce silence, et bien c'est ça qui fait du bien. Voilà. En fait, évidemment, on ne peut pas y arriver comme ça. Donc nous, on appelle ça, on va dire plutôt, c'est une méditation de concentration. C'est, on va dire, l'étape préalable à ce silence intérieur. Donc, comme on ne peut pas arriver directement à stopper son mental, parce que si vous lui dites, bon maintenant tu te tais, alors essayez, vous allez voir, ça ne marche pas du tout. Donc on va passer par d'autres biais. La première étape, avant même tout ça, c'est d'observer. Quand on est capable déjà, on est assis en position de méditation, et qu'on est capable déjà de se dire, tiens, j'ai perdu l'objet de ma concentration. Donc encore une fois, je ne vous dis pas de quoi il s'agit, mais en gros, on visualise quelque chose et puis on décide qu'on focalise sur cette image, par exemple, et bien on est en train de penser à autre chose. Tiens, est-ce que le gratin dauphinois qui est au four n'est pas en train de cramer? Tiens, est-ce que la voisine, elle a pensé à, je sais pas, à donner, à mettre de l'eau dans les plantes que je lui ai confiées? N'importe quoi. Et là, on s'en rend compte. Et au moment où on s'en rend compte, eh bien, on se dit, bon, bah, ok, je suis en train de penser à autre chose, là. Donc, je reviens à mon objet de concentration. Et là, vous êtes déjà dans le bon. Si vous arrivez déjà à faire ça, vous installez confortablement, arrivez à tenir, et là, vous observez vos pensées, c'est que vous êtes déjà dans une forme de détachement. Et c'est ça qu'on recherche. Arriver à observer comme si vous étiez légèrement en retrait et vous regardez votre mental. Qu'est-ce qui s'y passe? Moi, je lui dis, garde ta concentration sur cet objet dans ta tête. Et lui, il m'envoie d'autres pensées qui passent. Et si on arrive à faire ça, à laisser la pensée, on ne s'énerve pas contre elle, on dit juste, ah bah tiens, là, j'étais en train de penser à autre chose. Bon, bah je reviens à cette image fixe. Et hop, de nouveau, ça repart. Et hop, de nouveau, ça repart. La différence entre nous, on va dire débutants, ou moyennement débutants, faux débutants, ce que vous voulez, on peut l'appeler comme on veut, et les gens qui sont vraiment très experts, donc on frise les bouddhas, eh bien, c'est cette durée de concentration qu'ils ont. Alors, j'espère ne blesser personne quand je dis ça, mais réellement, c'est ça. C'est être capable d'avoir de moins en moins de pensées, c'est-à-dire que les personnes qui sont très très avancées arrivent à se mettre en état méditatif très vite, arrivent à rentrer dans cet état de concentration et ils s'y posent dedans, ils restent dedans et il y a des moments ils vont être soumis comme nous à des idées, des pensées qui vont être de passage, mais ils vont être capables de la sortir très vite, de s'en éloigner très vite et de rester dans le rien, quoi, dans le silence et longtemps. Et donc en fait, si vous voulez, on mesure un petit peu son avancée personnelle. Alors, il n'y a pas de compétition évidemment, aucune compétition là-dedans, mais on va mesurer son avancée par cette capacité à rester concentré de plus en plus longtemps avant d'être perturbé par une pensée qui passe par là. Voilà. Ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Maintenant, si vous avez passé la demi-heure entière, les 45 minutes ou l'heure que vous vous consacrez pour cet exercice, à chasser les pensées, vous êtes crevé à la fin, il y a d'autres exercices préalables qu'on peut faire avant ça. Donc déjà, si vous n'êtes pas
confortable avec la posture, je vous invite vraiment à faire du yoga pour justement vous permettre une certaine souplesse du corps et un certain maintien physique des muscles du dos pour pouvoir tenir la posture de la méditation assise. Et si c'est toujours, si c'est pas ça le problème, eh bien il y a les exercices qu'on appelle de répétition de mantra, qui sont un très très bon exercice aussi préalable. Il ne fait pas que ça. La répétition de mantra est un exercice à part entière, ne sert pas que pour ça, mais il a cet avantage aussi d'apporter ça, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas du tout à supporter de rester dans le rien et d'observer vos pensées, parce que c'est fatigant, c'est vous pensez, et puis vous vous rendez compte que vous pensez et que vous n'en pouvez plus, et bien il y a l'exercice de répétition de mantra, où là vous répétez des mantras, vous faites une accumulation de mantras, et j'en parlerai une autre fois, et dans ces cas-là, et bien votre esprit est occupé, donc on n'est pas du tout dans l'observation là, mais l'esprit fait quelque chose, mais il fait ce qu'on lui demande de faire. Donc théoriquement, là encore, les pensées vont arriver, vont vous faire sortir de la concentration du mantra, mais c'est quand même quelque chose qui peut être un intermédiaire intéressant. Je vous le conseille. Si vous arrivez à faire tout ça, et donc on arrive à être dans cette fameuse méditation du calme mental, donc on passe par une visualisation, et une fois qu'on a fini toutes les étapes préliminaires de visualisation, on finit par s'installer dans la visualisation finale. L'objectif, il est là. On reste dans cette concentration. Et on finit par en sortir. Et quand on en sort, on sort par une autre méditation qui est encore plus compliquée, plus difficile, qu'on appelle la méditation de la vacuité. Je ne vais pas l'aborder là maintenant ici, ça ne sert à rien, parce que là on est vraiment sur un échange d'expérience, de comment est-ce que je me ressens quand on fait de la méditation. Je ne suis pas en train de faire de la théorie là. Donc voilà, c'est formidable parce que chaque étape compte et chaque étape permet d'avancer. Donc ne vous découragez pas, sachez que c'est difficile et il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, c'est comme ça, c'est malheureux. Voilà, c'est tout simplement comme ça, mais quel que soit le niveau de départ où on démarre, sachez que nous sommes tous égaux, nous avons tous un mental et nous avons tous cette capacité malheureuse de nous torturer avec le mental. La seule différence, c'est l'entraînement à la concentration, à la distance qu'on fait, la distanciation face à ses émotions et, enfin là je viens de faire un lapsus, face à ses pensées. Bon là je fais une petite parenthèse parce que chaque pensée crée une émotion. Voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose que vous devez retenir, c'est que quand vous observez votre mental comme ça, le deuxième bénéfice énorme de faire ce travail, cet exercice, cet entraînement de méditation, en tout cas donc de préalable à la méditation de concentration, c'est l'observation de ces pensées. Et vous verrez, faites cet exercice, quand vous pensez quelque chose de négatif, vous verrez immédiatement que ça s'emballe dans la tête et que vous vous sentez mal, la limite physiquement. Changez complètement et inventez. Dites-vous un truc complètement faux. Vous savez que c'est faux, mais dites-le vous. Répétez-le et observez l'état physique dans lequel vous vous sentez après. Alors, essayez de trouver quelque chose d'assez neutre, qui ne soit pas n'importe quoi, du genre demain, je suis capable de traverser l'Antarctique avec des tongs. On s'en fout, déjà, c'est débile. Mais on sait que non, le corps humain a des limites, etc. Le froid, et puis moi-même, et bref. On sait que ça, c'est pas possible. Donc, je ne vous demande pas de prendre un exemple comme ça. Mais prenez un exemple facile, que vous savez qui pourrait être possible. Et puis, au lieu de dire tout va très mal se passer, et mon Dieu, ça occasionne du stress, et mon Dieu, je me sens mal, dites-vous exactement le contraire. Mais en fait, je ne sais pas encore comment, mais il y a quelqu'un qui va m'aider, qui va prendre le problème à sa charge. Et en fait, c'est incroyable. J'aurai plus du tout à m'en occuper. C'est fou, mais je vais être sauvée. Et bien, regardez comment vous vous sentez. Voilà, donc, vous voyez, cet